Bonsoir à tous, nous sommes le 3A3 Alternance et ce soir nous sommes ici pour vous présenter notre colloque de géopolitique. Colloque de géopolitique qu'on a décidé de tourner sous la forme d'un MAC de télé-réalité. Alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est la télé-réalité, c'est ça. Et donc nous, on y a vu finalement un certain rapport entre ce qui se passait aussi dans le monde et dans le domaine de la géopolitique. Donc ce soir, le MAC que nous allons vous présenter, c'est le MAC des anges de la Géopo. Donc un MAC de télé-réalité, en fait, c'est une émission où les chroniqueurs vont réagir à ce qui se passe dans la villa, où les candidats vivent 24 heures sur 24 ensemble. Et la villa à laquelle on va s'intéresser ce soir, bien sûr, c'est la villa de la géopolitique. Donc on tient bien sûr à dire qu'on a grossi les traits, on a émis quelques généralités pour que la compréhension soit plus simple pour tout le monde, et aussi parce qu'il fallait rendre compte de tous les points de vue pour répondre aux questions du colloque de géopolitique. Et finalement, en fait, ce colloque qu'on a organisé en promo, avec toutes ces personnes, ces 70 personnes derrière moi, ça a été un peu notre expérience de la télé-réalité. Il y a eu des cris, des pleurs, on a ri aussi. Il y a eu des infidélités, des nuits à ne pas dormir, mais il y a eu surtout en fait beaucoup d'amour et un max de réunions. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire et vous souhaiter un bon visionnage. Villa de la Géopo, vers combattre, inégalité, la guerre des clans va commencer. La guerre des clans va commencer. La villa de la Géopo, anti-corruption et puissance seront au rendez-vous, qu'on tout pour dominer. La villa de la Géopo, villa de la Géopo, vers combattre, inégalité, la guerre des clans va commencer. La guerre des clans va commencer. La villa de la Géopo, conflit, corruption et puissance seront au rendez-vous, ils tenteront tout pour dominer. La villa de la Géopo. Bonsoir, merci. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans un nouvel épisode du MAG des anges de la Géopo sur 3A Channel. Je suis Rose Ours et je suis encore accompagnée de mon cher co-présentateur, Monsieur Territoire. Bonsoir Terry. Bonsoir Rose, ravi d'être avec vous encore ce soir et très content de pouvoir débriefer et discuter des derniers événements pendant 1h30 qui se sont passés dans la Villa des Anges de la Géopo, dans laquelle, je vous le rappelle, sont présents les acteurs majeurs de la géopolitique mondiale. Beaucoup d'interrogations vont être soulevées ce soir. Quels nouveaux conflits ont éclaté dans la villa? Quelles alliances se sont créées? Lesquelles se sont brisées? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir dans le MAG. Et c'est une émission toute particulière ce soir, puisque vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous nous avez demandé de répondre à une question qui semble enfermer la toile depuis quelques jours. Nouvelle dimension territoriale, ingérence ou supranationale, dans quelle mesure assiste-t-on à l'éclosion de nouvelles définitions et règles de jeu de pouvoir? Ah oui, effectivement, Rose, car si nos systèmes politiques actuels se disent démocratiques et paraissent bien ancrés dans la villa, le sont-ils réellement? Quelles sont les limites de leur pouvoir et de leur influence? Et qui sont ces nouveaux arrivants dans la villa qui vont bouleverser l'échiquier de la géopolitique? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais tout de suite, voici un retour en images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec le récap. À vous. Précédemment dans les anges de la Géopo. Pour nos anges, l'aventure est belle et a bien commencé. Les premières alliances se sont créées et l'organisation de la villa s'est forgée selon leurs règles. Mais tout n'est pas si rose, avec notamment l'arrivée des nouveaux anges, comme nous pouvons le voir avec le dernier événement en date, le sommet Afrique-France du 8 octobre 2021 à Montpellier. Mais c'est une blague là? Mais de quoi? Ah,
le jury est corrompu. Pas du tout. Le 8 octobre, j'ai été convoqué par le maître de la Géopo et le représentant de la société africaine. Il nous a fait venir suite au conflit qu'il y a entre nous depuis un certain temps, histoire de mettre fin aux rivalités et au jeu de pouvoir qu'il y a entre nous. Les représentants africains se sont plaints que j'avais toujours l'avantage lors des activités et qu'ils voulaient, soi-disant, plus de coopération. Je leur donne plein d'aides, mais ils ne sont pas contents. Ils veulent, soi-disant, plus d'égalité. Ils veulent qu'on le fasse un partenariat pour avancer ensemble dans le jeu. En vrai, quand on y réfléchit, ça peut être une bonne idée, il faut voir ce que j'y gagne. En participant, j'ai mis les téléspectateurs de mon côté de toute façon. Les fans de la team africaine n'ont toujours pas digéré le fait que j'ai encore gagné le dernier jeu. Les Français sont francement durs, dis donc. Vous avez compris, Terry? Francement? Merci Rose pour ce trait d'humour. Sans transition, avant toute chose, rappelons ce qu'est pour nos nouveaux téléspectateurs qui découvrent l'émission ce soir, ce qu'est la géopolitique. C'est une branche des sciences humaines qui traite principalement des conflits ou des rivalités de puissance se déroulant sur des territoires ou à propos de territoires. Quand j'évoque le mot territoire, nous parlons bien sûr de territoire terrestre, de territoire maritime, de territoire aérien ou de territoire convoité par des puissances qu'on appelle dans le langage géopolitique une uchronie. D'ailleurs, la toile s'enflamme déjà et je vois que nous venons de recevoir un tweet de Nicolas au Sénégal. Bonsoir Nicolas. Nicolas qui nous demande « Pouvez-nous nous éclairer sur le sens de la problématique de ce soir ?» J'ai du mal notamment à comprendre les termes ingérence et supranationale. Justement, Terry, de nombreux analystes seront sur le plateau ce soir pour mettre un terme à la compréhension de ces deux termes. Merci. Trêve de plaisanterie. Ces spécialistes analyseront les événements de la villa tout au long de la soirée et s'essaieront à répondre à votre question. Je vous demande donc d'accueillir bien fort Monsieur Conflit. Bonsoir. Madame Dictature. Madame Marie Politique. Bonsoir. Et à ma gauche, je vous présente Madame Puissance, Bonsoir. Madame Colonisatrice et Monsieur Monopole. Bonsoir Paul. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Toujours un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Commençons tout de suite avec vous, Monsieur Conflit. Pouvez-vous nous éclairer sur le terme que Nicolas et d'autres téléspectateurs, j'en suis sûre, peinent à comprendre? Alors oui, bonsoir Terry, bonsoir Rose. Bonsoir Rose. Merci Bonsoir, de m'accueillir. merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors c'est vrai qu'on n'utilise pas ces termes tous les jours, mais pour faire simple, l'ingérence, c'est l'intervention d'un État dans la politique intérieure d'un autre État, et ce, souvent sans son accord. Le terme supranational renvoie quant à lui à une autorité qui est supérieure au gouvernement, aux institutions nationales. Donc pour lier la question, pour lier les termes à la question, la question serait de quelle manière l'intervention d'un État dans la politique intérieure d'un autre État sans son accord et les autorités supérieures au gouvernement définissent-elles de nouveaux rapports de... Je pense qu'effectivement, Nicolas a pu bien comprendre. Merci pour vos explications. Mais je tiens aussi à dire qu'à mon avis, nos chers téléspectateurs seront maintenant bien conscients des définitions. Sans transition, passons maintenant au sommaire de la première partie de cette soirée qui sera consacrée à des territoires convoités ou réinventés. Dans la villa, la vie des habitants est bouleversée. Entre l'ingérence de certains habitants et où l'autorité est exercée par d'autres, nous allons voir dans cet épisode du MAG dans quelle mesure la villa fait face à l'émergence de nouvelles définitions et règles du jeu de pouvoir. Dans cette première partie, nous reviendrons sur les histoires de cœur dans la villa, des territoires convoités, notamment pour les ressources. Nous verrons également l'influence politique de certains pays et les conflits et alliances entre les clans des maisons et même au sein de différents groupes. Alors que certains tentent de prévenir des dangers qui menacent leur clan, face à de nouveaux habitants qui gagnent en puissance dans la maison, chaque clan part à la recherche de nouveaux moyens pour conserver le pouvoir et dominer la villa. Et nous allons tout d'abord voir ce qui vous a marqué, chers téléspectateurs, cette semaine avec ce que vous avez posté, vous, sur les réseaux sociaux. Et oui, Terry, cette semaine, les anges de la Géopo ont particulièrement enflammé la toile. Effectivement, sur Twitter, on a pu lire de nombreux commentaires sur une séquence choc de la villa. Comme l'a tweeté Valérie de Martinique, mais what's happening? C'est quoi ce comportement de sauvageon? Sacrée réaction, Valérie. Regardons tout de suite ce qui a pu la mettre dans cet état. Villa de la Géopo.
pétrole que j'ai trouvé dans la valise du Nigeria. Ah ouais, moi aussi j'en ai dans la valise de la RDC. Ah, mais ils en ont plein. J'ai même des métaux hyper rares, je pense que c'est du coltan. Ah la chance, on a pas le temps, mais regarde un peu de pétrole que j'ai trouvé là. Ouais, attends, j'en ai Ah ouais, ah ouais, je prends tout, je prends tout. Ça c'est pour l'Europe, les frères, le sang. Ah ouais, je vois tout dans les poches là, c'est bon, j'en prends. Oh, tu fais Waouh, c'était tendu. Ah oui, effectivement. Au vu de ces images, Dict Arthur, comment pouvez-vous expliquer à nous et aux téléspectateurs qu'un tel phénomène se produise dans la villa? Alors, tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que le continent africain est un continent extrêmement riche. Riche notamment en ressources minières. Par exemple, il dispose de pas moins de la moitié des réserves mondiales de platine et de 3/4 des réserves mondiales de diamants. Le Botswana est à l'origine de 35% de la quantité de diamants produits sur le continent et un peu moins de la moitié des ressources de chrome, a aussi et 1/4 de celles des manganèses. Et c'est le seul pays qui a autant de trésors souterrains? Non, non, bien au contraire. Il y a aussi la RDC. Ce pays dispose d'ailleurs, grâce à ses mines, de 70 à 80% du coltan de la planète. Et oui, rien que ça. Et vous le savez bien, surtout dans les marchés du numérique, de l'automobile et également des nouvelles énergies, les terres rares comme le coltan sont indispensables à la production de nos appareils. Madame Dict, vous nous parlez de la République démocratique du Congo, mais à l'image, on voit aussi le Nigeria qui se fait piller. Qu'est-ce que recherche la France au Nigeria? Est-ce une question de terres rares également? Non, justement. Pour le Nigeria, c'est plus une question de ressources énergétiques. Je vais vous la faire simple, c'est un peu le 5e plus grand producteur mondial de pétrole. Donc voilà, on se doute bien qu'il est convoité pour cette ressource. Merci pour ces explications. Donc, si on pose les faits, la France et les États-Unis se permettent de voler dans les valises de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Corrigez-moi si je me trompe, puissance, mais la Chine est bien connue pour son rapprochement avec l'Afrique. Agit-elle de la même manière? Pas vraiment. Il faut savoir que la Chine a ses techniques bien à elle pour parvenir à ses fins. Effectivement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la... Coucou toi! Fais pas ta timide. Je suis pas ma timide. Tu sais, avec moi, la vie elle est belle. Mais tu sais, je vais pas te voler tes ressources. Moi, je veux juste que les pays occidentaux, ils abusent pas de tout. Oh, mais que c'est beau l'amour! L'amour? Vu comment la Chine promet mondes et merveilles au Nigeria, dans le seul but d'avoir le monopole, j'appellerais plutôt ça de la manipulation. Je suis bien d'accord avec vous, Madame Puissance. De toute façon, on la connaît bien, la Chine. Toujours en train de papillonner à droite, à gauche. Et oui, c'est très très vrai ce que vous dites, chère Marie-Paul. Et ça, on a pu le voir dans les épisodes de la semaine qui vient de passer. C'est peu de le dire. Dict Arthur, vous pouvez justifier le fait que la Chine adopte ce comportement à la limite de l'indécence avec plusieurs pays d'Afrique? À vrai dire, la Chine n'a pas ce même rapport de dépendance aux ressources africaines que les pays d'Occident comme la France. Elle a sur son territoire déjà de nombreuses ressources et terres rares qui font qu'elle n'a pas besoin des ressources africaines pour pouvoir survivre. Donc en fait son intérêt se trouve plus dans la possibilité de contrôler cette dépendance des pays d'Occident aux ressources africaines. C'est pour ça qu'elle a tout intérêt à se rapprocher en finesse des pays d'Afrique. Et bien sûr, pour la Chine, le fait d'avoir la main mise sur les pays africains va lui permettre de s'instaurer sur la scène mondiale. Elle va pouvoir augmenter les prix contre les pays occidentaux ou alors tout simplement leur refuser l'accès aux ressources. Comme vous venez de l'entendre de la part de nos invités et experts, il y a au sein de la villa un vrai potentiel de tension. Et ça, on adore chez 3A Chanel. Et bien entendu, des tensions qui sont pour des raisons propres à chacun des habitants de la villa. Eh oui, Terry. Cette semaine, des litiges ont émergé. Alors, rancœur passé ou convoitise pour le futur, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais attends, pourquoi toi t'as ça? Bah parce que j'ai faim. Bah, regarde la taille, regarde moi c'est pas comment parce je suis que t'es grand. grand que j'ai pas le droit de Je manger. peux pas avoir que ça, moi. Bah si, tu peux avoir que ça. Ouais, mais l'embrouille des céréales, c'est rien, quoi.
Enfin, je sais pas, moi je suis grand, j'ai faim, j'ai besoin d'un grand bol de céréales. Qu'est-ce que la RDC va faire avec un aussi grand bol? Elle est toute petite, elle a pas besoin d'autant de céréales au petit-déj, quoi. Non mais ça va quoi, au bout d'un moment, moi je me suis énervée parce que la Chine, elle se croit tout permis depuis le début dans cette vie-là. Et enfin c'est bon, je suis d'accord pour lui prêter mes affaires de temps en temps, mais c'est pas parce qu'elle est plus grande que moi qu'elle doit tout me prendre. En vrai, moi, dans l'histoire, je suis plutôt Team Chine, quoi. C'est plus cohérent. Ouais, la RDC, je vois pas pourquoi elle se plaint, quoi. Plus t'es grand, plus t'as besoin de grands plats pour manger, quoi. Il est où le problème? Quand t'as un grand territoire, bah, t'as plus d'appétit et tu manges plus, quoi. Ouais, moi je suis Team Chine, en vrai. Oh, waouh, que de tension dans la villa. Monsieur Conf, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail les querelles qui ont eu lieu entre la Chine et la République démocratique du Congo? Eh bien, vous faites bien de poser la question parce que c'est bien plus complexe que juste une histoire de bol. Bien sûr. Si on peut revenir sur le passé de la Chine, qui a déjà, avec le Cameroun, entrepris ce même type de démarche, elle a notamment signé, donc avec le Cameroun, 99 années pour 10 000 hectares de terre. C'est énorme. 10 000 hectares de terre. C'est incroyable. Et cela pour bien évidemment répondre aux besoins de la population chinoise et pas de la population camerounaise. Donc, face à cette démarche, on a une population camerounaise qui est perplexe, qui d'un côté comprend cette aide venant de la Chine, mais qui de l'autre reste dubitative quant à l'appropriation de son patrimoine terrestre. Mais comme vous devez le savoir, monsieur Lee, il y a beaucoup de pays qui sont connus pour se faire acheter leurs terres. Oui, oui. Le Cameroun, donc vous avez aussi le Congo, le Soudan, le Libéria, la RDC qu'on vient de voir à l'écran. Oui. La Chine, en fait, c'est typiquement le pays qui va aller acheter des terres en Afrique pour subvenir à ses propres besoins. Avec le fait que sa démographie soit en croissance, elle a forcément besoin de culture, notamment du soja, notamment du riz. Et étant donné que les terres de la Chine sont vouées à d'autres cultures ou sont vouées aux ressources minières, l'Afrique est jackpot. Effectivement, vous avez bien raison, mais il faut quand même préciser que ces partenariats sont parfois vus comme des opportunités par les pays africains, alors qu'en fait, il peut s'agir de temps en temps de cadeaux empoisonnés. En effet, en vendant leurs terres aux géants chinois, les pays africains se privent de cultiver pour leur propre population, alors qu'on sait bien que certaines de ces populations souffrent de famine et de sous-nutrition. D'ailleurs, on est en train d'être témoin de la stratégie de la Russie qui finalement s'inspire de sa voisine, la Chine. Enfin, justement pour rebondir, et c'est un peu ce que vous dites, le défi aujourd'hui des pays du continent africain va être de répondre à une demande qui est croissante, avec, comme vous l'avez dit, un taux d'urbanisation qui est fort et une croissance démographique qui est forte. Et donc pour cela, elle va augmenter ses rendements pour répondre à cette situation de stress alimentaire, tout en faisant face au dérèglement climatique qui s'accélère et qui touche la plupart des terres africaines. Mais les pays comme la Chine ou la Russie sont-ils les seuls acteurs à s'accaparer les terres africaines? Non, bien sûr que non. Il y a aussi ce qu'on appelle les firmes multinationales ou FMN, qui en fait sont de plus en plus nombreuses à convoiter les sols africains inexploités. Donc en effet, le souhait de ces firmes est d'agrandir leur place sur le marché de l'agroalimentaire mondial grâce en fait aux terres africaines. Et d'ailleurs, en 2010, 56 millions d'hectares ont été vendus en Afrique. 56 millions d'hectares, ça correspond à la superficie du Kenya. Et donc en fait, cela se fait bien évidemment aux dépens des populations africaines qui ne bénéficient pas du tout de ces cultures parce que ces productions sont destinées aux pays occidentaux. Les ressources sont multiples au sein de bien des relations au sein de la villa. Le facteur de tension que nous avons relevé lors de l'épisode de la semaine était l'eau. Nous allons revenir sur ce passage juste après ces quelques images. Le nouveau barrage, le GERD, permettra à mon pays de produire assez d'électricité. La seconde phase de remplissage a été achevée en juillet 2021. Non mais ce remplissage, il est scandaleux et dangereux pour mon pays. Mais oui, nous aussi on a besoin du débit actuel. Le Nil est notre principale ressource hydraulique. On en a besoin pour notre survie. Mais n'importe quoi, et moi je fais comment dans ce cas-là? Et nous on fait comment dans ce cas-là? Nous on a besoin pour nourrir notre population. On a faim. Mais n'importe quoi, t'as besoin d'eau.
Mais waouh! Mais quelle dispute magistrale devant tous les habitants de la villa entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Mais que se passe-t-il entre eux, mon cher Paul? Cette dispute entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan n'est pas anodine. Juste pour une remise en contexte, pendant la colonisation, ces territoires étaient sous l'emprise du Royaume britannique, qui laissait alors une certaine mainmise à l'Égypte, notamment sur le contrôle du fleuve vis-à-vis de ses voisins. Puis, en 1956, arrive au pouvoir Nasser, qui veut reprendre le contrôle. Le territoire est alors réinventé, parce que l'Égypte va en effet prendre le contrôle du fleuve et donc du canal de Suez. Maintenant, regardez cette carte. Elle illustre mes propos. Le Nil prend sa source en Éthiopie et alimente en eau ses pays voisins, en l'occurrence l'Égypte et le Soudan. Cette eau est primordiale pour les besoins de ces deux pays. L'Éthiopie souhaite s'approprier cette ressource dans la création du barrage Gerd. Du quoi? Gerd? J'ai regardé le barrage Gerd. C'est plus clair. Merci. Excusez-moi, chez nous on dit Gerd. Mais... Le remplissage du barrage va donc entraîner une réduction logique du débit de l'eau. Et cela aura des conséquences majeures sur les pays voisins. Évidemment. On assiste dans ces disputes entre les candidats à une énième tentative d'accord tripartite. Merci pour toutes ces précisions. Donc, si on comprend bien, l'eau tient un rôle géopolitique majeur dans cette région. Mais c'est ça, Thierry. C'est ça. L'eau est une ressource nécessaire pour les États, pour des raisons qui sont pires qu'évidentes. Cependant, on peut voir que la maîtrise de l'eau est un sujet sur lesquels les puissances africaines se concurrencent énormément, notamment avec un combat d'image et de positionnement vis-à-vis de la gestion de celle-ci. Merci à vous pour ces explications qualitatives, mais quantitatives. Ainsi, la place des ressources dans la compréhension des conflits qui marquent le continent africain dans la villa est très importante. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Il ne faut évidemment pas s'arrêter à cette lecture des conflits, mais il ne faut pas non plus oublier que les ressources viennent toujours compliquer la situation. Exactement, Rose. Mais malheureusement, on a vu que des alliances se sont formées et que certains souhaitent avoir le leadership sur les autres candidats, voire même à s'immiscer dans l'intimité des autres habitants. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je ne vois pas ça d'un très bon œil pour la transparence et le calme de la villa. Oui, ça peut être un peu amusant quand même. Oui. Non mais la tension est palpable. On peut voir que certains pays n'hésitent pas à corrompre les habitants et les pays d'Afrique. D'ailleurs, personne n'a l'air de s'écouter quand on parle, et ça, je trouve que c'est un réel problème. C'est un débat. Bon, pour moi, la corruption fait partie de l'analyse à faire, d'accord? Quand certains nouveaux candidats arrivent dans la villa, ils essayent de se faire remarquer, et ça, pour assurer leur place, ce qui forcément crée des tensions dans la villa, en interne. Bien sûr. D'accord ? Les pays africains sont fortement convoités, et en plus, ils ne sont pas sensibles au charme des nouveaux candidats comme les États-Unis ou la Chine. Mais moi, je ne comprends pas très bien. Concrètement, qu'est-ce que les puissances ont à y gagner? Vous savez, il y en a simplement qui aiment être mis en avant et utiliser les autres candidats pour se valoriser et dominer. C'est pas nouveau. Bah non. Prenons par exemple les puissances occidentales. Elles pensent être légitimes de contrôler ce territoire, se disant que leur présence au sein de ces bases maritimes navales ou d'opérations militaires ou autres justifie leurs actes. Les pays étrangers profitent de la fragilité de certains pays, notamment de la Corne d'Afrique, Éthiopie, Somalie, Kenya, pour intervenir et agrandir leur présence à l'échelle internationale et même exercer indirectement un moyen de pression, comme dans le golfe d'Aden par exemple. Oui, on voit bien que les candidats de la Corne de l'Afrique ont un fort potentiel. Mais malheureusement, ils se laissent marcher dessus par les Occidentaux. Mais je pense que ce que l'on peut apercevoir est bien plus profond. Et c'est d'ailleurs à ce sujet que je vous propose tout de suite de revenir sur une scène qui a été filmée cette semaine dans la chambre entre la France, et oui, entre la France et la Côte d'Ivoire. Retour en images. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir.
Je le sens, je le sais, tu te fous de moi. Mais non, nous avons vécu une vraie histoire. Tu le sais, ça n'a jamais été simple, nous avons vécu une vraie histoire. Nous avons un futur ensemble, tu le sais, nous sommes complémentaires. Arrête, notre histoire elle est ancienne, moi. J'ai besoin d'aller de l'avant, de me construire seul, fort, indépendant. Tu m'as déjà trahi, tu sais, j'ai complètement perdu confiance en toi, je peux plus, Mais non, Laurent Gbagbo, c'est une vieille histoire. L'an 2000, c'est il y a longtemps. C'est lui qui m'a dit de venir, et je suis venu le sauver avec mon armée. Non, arrête. Tes mensonges, tu me les as déjà servis. Hein. Moi, je peux plus avoir confiance en toi, j'y arrive plus, arrête. Non, reviens. Laurent Gbagbo, je l'ai aidé pour garder le pouvoir. Il a voulu que je vienne et je suis venu, en ton nom, pour toi, pour ton histoire. Reviens, s'il te plaît. Je crois en notre histoire, je crois en nous deux. Cette scène révèle toute la complexité de l'histoire avec un grand H. La France n'est pas un cas isolé. Considérons la Belgique, l'Angleterre et d'autres encore. Mais ce qui devient plus compliqué, c'est lorsque plusieurs candidats jettent leur dévolu sur une seule et même personne. Là, un réel jeu de séduction est mis en place, mais avec plusieurs prétendants. Alors forcément, des tensions et des jalousies se créent. Arrêtez-moi si je me trompe, mais les rivalités entre ces puissances sont souvent néfastes. La Somalie, je crois, par exemple, est fragilisée à cause des aspirations et des ambitions des anciens pays occupants, non? Je pense c'est très important de souligner et surtout de ne pas oublier que l'occupation britannique au nord et italienne au sud de la Somalie ont créé énormément de tensions intercommunautaires qui elles-mêmes ont créé des crises humanitaires et une guerre civile qui a été terrible pour le pays. La France a vraiment eu une histoire forte avec la Côte d'Ivoire et ses alliés. Elle a laissé des traces de son passage, hein, clairement. Bah, ça, on peut le dire. Les chiffres d'ailleurs parlent pour eux-mêmes. On voit qu'il y a 115 millions de locuteurs français en Afrique. Le français est préféré aux différentes langues locales pour des questions administratives. La France a longtemps considéré que sa mission en Afrique était civilisatrice et religieuse. Il y a aussi de nombreuses personnes, d'ailleurs de confession catholique, qui le sont devenues suite à la colonisation et surtout qui le sont restées. Il semblerait donc aujourd'hui qu'il soit malheureusement difficile de couper les ponts. Merci Thierry pour ce complément d'analyse. De rien. Précisons cependant que les pays occidentaux ne sont pas forcément impliqués directement dans tous les conflits en Afrique, puisqu'il semblerait aussi que dans la villa, des conflits aient émergé entre les acteurs africains. Regardez ce tweet de Patrick de Montréal, qui nous dit « Les conflits sont aussi internes que ce que l'on a vu cette semaine, non? Ça a balancé les dosses. » Et oui, les pays du continent ne semblent pas aussi soudés que ce que l'on peut penser. Ressources et sortes d'influence ont créé de nombreuses tensions. N'est-ce pas, Colline? Mais oui, ma chère Rose, nous avons pu remarquer que les gouvernements africains sont de plus en plus partagés à cause de leur convoitise, qu'elle soit matérielle ou d'influence. La recherche du pouvoir est un grand enjeu en Afrique et notamment elle passe par la possession de ressources mais également la domination. Bien sûr. On a déjà pu voir que cette quête du pouvoir a créé des conflits régionaux mais également bilatéraux qui ont en effet contribué à déstabiliser un continent au cœur, qu'on se le dise, déjà bien fragile. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette analyse, Colline. Passons dorénavant à une autre scène de la villa qui a marqué les esprits et bien fortement lors du dernier épisode de mardi soir. Les États-Unis ont fait des révélations inédites au confessionnal. On visionne ça tout de suite. Bon, je sais pas trop à qui me confier parce que voilà, j'ai pas trop d'amis proches ici. Mais vraiment, j'ai senti quelque chose avec la RDC. Il est très fatigué récemment, surtout depuis hier soir. Et je pense vraiment qu'il nous cache quelque chose. Peut-être que lui aussi, il n'ose pas se confier. Mais moi, je pense qu'il y a un lien avec les terroristes. Je sais qu'il y en a qui traînent vers chez lui. Et je pense que c'est pas pour rien dans tout ça. Vraiment, voilà, c'est mon ressenti, mais j'ai de l'instinct. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec les RDC. Là. Oula, les USA ont en effet fait une grosse mission confessionnale. Monsieur Paul, qu'est-ce que vous en dites de tout ça d'ailleurs? Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. En effet, la RDC fait face à de nombreux groupes terroristes qui, sur son territoire, pillent ses ressources, ses précieuses ressources. Et notamment en s'attaquant aux mines congolaises, ce qui réduit les disponibilités pour les pays et par la même occasion enrichit ces groupes-là. Par conséquence directe, ils prennent donc plus de place, plus de pouvoir et sont donc plus importants.
Afin d'illustrer tous mes propos, il faut savoir que les ressources minières sont devenues la première source de revenus des groupes islamistes en Afrique. Ah, quand même. N'est-ce pas? Ah bah oui. Eh oui. Alors, comme l'ont dit nos chers Américains, les pays comme la RDC sont à bout de souffle face à ces groupes-là. Merci à vous, vos infos sont vraiment très claires. Je pense que dorénavant, on comprendra mieux les enjeux liés au terrorisme en Afrique. Est-ce que parmi vous, d'autres ont quelque chose à rajouter sur ce sujet? C'est plus mon domaine, là. Oui. Je vous en prie, Colline. Alors, je voudrais préciser qu'en fait, avec l'arrivée d'Internet en puissance, notamment sur le continent africain, les groupes armés ont saisi une nouvelle occasion pour prendre de l'influence. Je m'explique tout de suite. Le cyberespace est un territoire nouveau qui donne l'occasion d'agir quasi librement, surtout lorsqu'on s'immisce dans les bas-fonds de cet espace digital. Et les groupes terroristes l'ont très bien compris. Regardez, Boko Haram, qui en 2015 a fait chanter le président nigérian Jonathan Goodluck. Avec quoi? Des vidéos sur le net de revendications le mettant dans des situations très embarrassantes. Aujourd'hui, comprenez bien que le monde des terroristes et celui des cybercriminels se croisent et tendent à s'immiscer pour devenir encore plus présents et redoutables. D'ailleurs, avec une cybersécurité quasiment inexistante sur le continent, les groupes terroristes n'ont pas de mal à se placer en tant que leaders sur le territoire digital où les limites sont encore trop fines. Bien sûr. Merci Colline pour cet éclairage. On peut d'ailleurs se pencher tout de suite sur la scène du Nigeria qui nous a bien fait rire cette semaine. Bonsoir mes chers amis, merci de vous être réunis pour écouter mon beau discours. Je suis ce soir devant vous pour présenter ma candidature. Alors candidature pourquoi? Pour devenir ambassadeur des pays d'Afrique pour la médiation de cette villa. Alors pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Hein, on va se dire. Pourquoi moi? Parce que je suis le pays le plus peuplé. Tout simplement. Et je pense que j'ai les épaules pour tenir ce rôle. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé pendant le discours du Nigeria? C'est vraiment pas de chance, hein? Ah, mais qu'est-ce que c'était ce bug? Ils se sont fait hacker ou quoi? Eh bien oui. Eh bien oui. Expliquez-nous. C'est bien ce qui s'est passé. N'oubliez pas à quel point les hackers, les cyber-hackers nigériens sont forts et nombreux. Ils ont certainement saisi cette opportunité pour démontrer toute l'étendue de leur talent. Si l'on imagine souvent que les cybercriminels africains sont des amateurs isolés et peu puissants, eh bien figurez-vous, on se trompe. Les cybercriminels, notamment au Nigeria, sont une réelle menace pour le pays, en interne, mais aussi en extérieur. Mais permettez-moi d'ajouter que si vous aussi vous avez envie de vous former à la cyberattaque, n'hésitez pas à vous rendre à Lagos. Il y a des clubs et des collèges la nuit qui vous permettent de vous former à ça. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Que demander de mieux? Mais c'est génial. Incroyable. Enfin, mieux vaut pas pour vous. Hein. Vous êtes teuteux ou quoi? Vous êtes censé chasser les pirates, pas vous déguiser en pirate et faire la fête. Oh là là, mais quelle réaction de Djibouti qui a totalement plombé l'ambiance de la soirée. Lourd. Exactement, très lourd. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les analystes, pouvez-vous nous expliquer aux téléspectateurs et à moi-même ce qui se passe dans le golfe d'Aden avec les pirates? Donc les pirates aujourd'hui en fait sont les grands détenteurs de pouvoir et d'influence dans le golfe d'Aden, là où ils sévissent en nombre. Et comme leurs homologues, les groupes armés, en fait ils cherchent à contrôler les ressources énergétiques et les ressources naturelles afin de s'enrichir. Et aussi de bien prouver à tous les autres acteurs que ce sont eux qui ont le pouvoir. À noter qu'en 2008, les routes maritimes dans le golfe d'Aden étaient notées comme les plus dangereuses au monde. Je tiens à ajouter que les pirates jouissent pourtant d'une bonne réputation auprès des populations locales qui sont bien souvent, malheureusement, démunies. En effet,
alors que les pirates somaliens pourraient provoquer du mépris de la part des populations à cause de leur violence, sachez plutôt qu'ils suscitent une certaine fascination, en Somalie notamment, où ils sont vus comme des sauveteurs qui volent aux riches. Est-ce qu'on peut alors considérer ces pirates du golfe d'Aden comme les Robins des Bois africains? Eh bien, pas vraiment en réalité. Car bien qu'ils volent aux riches, la redistribution n'est malheureusement pas bien exécutée. Ce serait trop facile. Exactement. Ainsi, la plupart s'enrichissent personnellement. Et là, nous assistons à un choc des visions. D'un côté, une vision occidentale qui accuse les pirates de faire le mal et piller les ressources des pays riches, et donc notamment des marchandises des pays du Golfe, tandis que la vision locale s'applique à faire preuve d'indulgence envers ces sauveteurs des pauvres. On pourrait même imaginer que les pirates sont considérés comme une concurrence à l'aide humanitaire. Merci à vous pour ces précisions. On comprend mieux le coup de gueule de Djibouti envers les pays occidentaux. Effectivement, Rose, et quand on regarde les extraits de ce qui s'est passé cette semaine dans la villa, on pourrait se dire que les tensions seraient liées à la compétition entre des pays pour être le premier sauveteur. Voyons ça tout de suite. Salut! Il y a la maître de la Géopo! Allez, dans le salon! Salut! Ok, top, il y a tout le monde. Comment vous allez? Ça va. Ok. Donc là, ça fait un petit moment que vous vivez tous ensemble H24. Donc comme vous l'avez remarqué, il y a quelques tensions qui se sont créées. Je sais. Donc pour améliorer tout ça, pour améliorer votre confiance les uns envers les autres, on va faire un petit jeu. Il me faut juste quelqu'un... Djibouti, tu viens? Allez. Ok, va juste falloir que tu te laisses faire, ok? Donc le but c'est que tu fermes les yeux et tu vas faire confiance à un des candidats pour te récupérer et tu vas te jeter en arrière. Non mais pas maintenant. Ok. Il me faut juste un volontaire pour aller avec Djibouti. Très bien, elle vient en France. Avec Djibouti, ça fait longtemps qu'on se connaît en plus. N'est-ce pas Djibouti? Ah bah justement, Djibouti elle te connaît bien, mais je suis pas sûre qu'elle ait que des bons souvenirs. Hein. Allez, va-t'en. Laisse-la avoir quelqu'un qui elle peut vraiment avoir confiance. T'as vu, je t'ai débarrassé de l'autre loup là. Hein. Mais par contre, j'aurais besoin de te parler plus tard, parce que j'ai des projets. Tu fais quoi avec Djibouti là? Mais comment ça, je fais? Tu fais quoi, petit frère, avec Djibouti là? Ça suffit, ça suffit. Allez vous asseoir. C'est moi qui vais choisir quelqu'un. Ça suffit. Insupportable. Bon, du coup, je vais choisir un volontaire. Hans, tu veux venir? C'est bon, Inde a l'habitude de filer des coups de main. Ils en finissent là, de ce jeu. Après la France, elle s'imagine qu'elle peut la mettre à l'envers pour tout le monde sans que personne dise rien. Non, mais incroyable celle-là. Bien, les tensions montent dans la villa, mesdames et messieurs. Effectivement, ça commence à devenir intéressant. On voit quand même depuis que le début, les puissances ont un réel intérêt vers Djibouti, non? Oui, comme on l'a déjà un peu abordé tout à l'heure, l'intérêt des puissances étrangères en Afrique est souvent lié à un objectif économique. Parce que exploitation des ressources, parce que Afrique égale ressources. Et en fait, pourquoi? En fait, parce qu'on a assisté dans nos sociétés à la fin du 19e siècle à un vrai basculement. En fait, nos sociétés étaient basées sur l'exploitation de moins d'une dizaine qu'est-ce que je voulais dire, de matériaux, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, elle est basée sur l'exploitation de plus d'une soixantaine de matériaux. Mais oui, voilà. Mais c'est pas tout. Les puissances étrangères sont aussi intéressées par certains pays d'Afrique pour leur positionnement géographique stratégique. Et c'est le cas de Djibouti. Alors effectivement, Monsieur Lee, comme nous avons pu le voir précédemment, la région du golfe d'Aden est l'une des zones les plus instables et les plus convoitées au monde, notamment à cause de sa position géographique pour le commerce mondial. Le golfe d'Aden constitue un carrefour de grandes routes commerciales entre l'Asie, l'Europe et également le golfe Persique, qui est la principale zone de production des hydrocarbures.
par notamment le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Sachant que les sociétés humaines ont de plus en plus besoin de ressources, notamment à cause de l'évolution technologique, on comprend bien pourquoi les puissances étrangères comme la France, les USA ou encore la Chine essayent d'avoir leur influence dans cette zone. Mais concrètement, comment les acteurs externes à l'Afrique arrivent-ils à avoir leur influence sur ces territoires qui ont tout de même leur propre souveraineté ? Les anciennes puissances coloniales, ainsi que d'ailleurs des acteurs plus récents, n'ont cessé d'imaginer de nouvelles manières d'interférer dans les affaires internes des États africains. Les discours d'ailleurs ont aussi eu tendance à évoluer vers une approche plutôt coopérative par les pays occidentaux. Quand vous dites approche coopérative, est-ce que vous pouvez développer s'il vous plaît? Oui, je m'explique. Oui. Les politiques des pays que l'on pourrait qualifier du Nord ont créé le terme de co-développement pour imposer en fait, en vérité, plus facilement leur présence sur le territoire africain. Apparu en 1960, le co-développement est l'idée d'une coopération entre pays du Nord et du Sud, tout en prenant en compte les besoins réciproques de chacun. Mais vous parlez d'États du Nord de manière générale, mais on a bien vu dans la villa que tous n'ont pas les mêmes relations, ni même les mêmes stratégies d'approche. Effectivement, vous avez raison. C'est d'ailleurs très intéressant de le préciser. On remarque plusieurs tendances dans la villa, comme on a pu le voir. Il y a tout d'abord les puissances qui sont historiquement attachées à la région par un passé colonial. Quand la France, par exemple, elle s'adressait tout à l'heure à Djibouti, et en lui parlant de relations de confiance, elle faisait en réalité référence à leur passé commun, lorsque Djibouti était une colonie française. Puis il y a plusieurs puissances qui jouent un rôle plus ou moins récent en Afrique, toujours pour répondre à leurs propres besoins, parce que bien sûr tout le monde est égoïste dans la villa. Elles veulent utiliser l'argument du passif historique de leurs rivaux et jouer sur la crainte du néocolonialisme, soit la volonté de certains pays occidentaux d'exercer sous des formes nouvelles une domination sur leurs anciennes colonies. La Chine qui s'est précipitée derrière la France pour jouer aux côtés de Djibouti est donc l'exemple parfait d'une puissance récente jouant sur cette crainte-là. Je suis d'accord. Mais alors, et peut-être que Colline, vous allez pouvoir nous répondre, comment expliquer le choix du maître de la villa qu'on a vu juste avant d'appeler à l'aide l'Inde pour pouvoir faire l'exercice proposé aux candidats? Alors en fait, pour le coup, l'Inde semble jouer le jeu du co-développement, justement. D'un côté, l'économie indienne s'appuie sur les ressources africaines pour sécuriser ses besoins en énergie via le charbon, les minerais ou encore le pétrole. Et le marché africain lui permet également de vendre ses produits et également ses services dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et également l'informatique. D'un autre côté, l'Inde est plus proche du stade de développement africain et possède encore une grande précarité au sein de sa population. Elle est donc mieux perçue pour les partenariats avec l'Afrique et la conception de produits qui correspondent aux besoins africains. Merci pour cet éclairage. Ça promet dans la villa. Oui, et en parlant d'éclairage, on a une question d'un téléspectateur, Floyd Dutonquin, qui se demande comment les pays qui ne sont pas rattachés à l'Afrique par un passé colonial font-ils pour amener leur influence sur le continent? Je vous propose de visionner quelques images pour répondre à la question de Floyd. A tout de suite. Non mais vraiment là, avec le cacao, je ne m'en sors plus. Non, vraiment, c'est compliqué. Mais tu comptes faire quoi du coup? Avec le Ghana, on a bien essayé de menacer d'arrêter les exportations si on n'avait pas des prix minimums, mais ça n'a pas pris, quoi. Les pays occidentaux nous ont encore eu comme d'habitude. Voilà. On ne s'en sort plus. Les pays africains, vous allez bien? Ouais, ça va. J'ai un truc à vous proposer, c'est un truc de ouf. Vous êtes prêts? Vas-y. Déjà? Ok. Donc, vous savez, vous êtes super important, vous avez du potentiel de ouf. Mais il n'est pas exploité. Vous êtes exclu de la scène internationale. Vous savez à cause de carrément. Elle a raison. Vous savez à cause de qui? Les Européens. Ouais. Les Européens. Elle a raison. Moi, j'ai confiance en vous et je peux vous proposer quelque chose. On peut en discuter. De plus simple manière. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu envahissants. Oui, un peu. Se dire. Un peu envahissants. Du coup, est-ce que ça vous dirait de renforcer votre alliance? Parce que moi, j'ai confiance en vous. Ça coûte rien d'en discuter. J'enlève 60 000.
bon truc pour toi. Donc si je soustrais bien cette somme, normalement on est ok. Ça te va? Je vais vérifier. Ça m'a l'air pas mal, ouais. Ok, d'accord. Deal? Super. Bon truc. Aïe, 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 c'est incroyable! C'est très fort, la Chine et la Russie établissent leur alliance. Ouais, effectivement, ce qu'on vient de voir là, en fait, ça illustre complètement le comportement de ces nouveaux acteurs face aux enjeux de leur présence en Afrique. Donc en fait, on a vu la Chine notamment qui se cale sur un discours anti-occidental très marqué et à préciser très assumé, et en fait qui joue sur la peur du néocolonialisme comme évoqué précédemment. Elle dit d'avoir plein de projets pour l'avenir et leur propose d'en faire partie. À quoi fait-elle référence? Alors elle fait évidemment référence en fait à sa présence en tant que plus gros investisseur sur le continent africain. Parce qu'il faut bien le préciser qu'en 2015, elle a investi 35 milliards de dollars sur le continent sous différentes formes. Rien que ça. Rien que ça, exactement. Donc en fait, elle l'a investi sous forme d'aide publique au développement, d'investissement direct à l'étranger ou alors encore de prêts. Et donc, ces apports chinois sont très très appréciés par les gouvernements africains, car la Chine est peu regardante sur leur système politique. C'était donc une sorte de partenariat, investir dans les pays africains en échange de la reconnaissance de l'ONU. Mais maintenant que la République populaire de Chine est reconnue, pourquoi investit-elle en Afrique? Alors en fait, ces dernières années, l'argent déversé par la Chine pour financer de vastes projets de construction d'infrastructures peut nous pousser à nous interroger. Donc, le problème, c'est que le niveau de la dette dans certains pays africains ne cesse de grimper. Et le risque, du coup, c'est que ces pays ne puissent plus, en fait, rembourser la Chine. Donc, pourtant, la Chine, en fait, de Xi Jinping, elle n'en démord pas. Et elle affirme vraiment que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, ce qu'il faut alors bien comprendre, c'est que le fait que la Chine prête de l'argent comme ça, c'est vraiment pas par philanthropie. Donc en fait, sur les prêts qu'elle accorde, elle se fait des bénéfices via les intérêts. Pour les pays africains qui ont grandement besoin du développement de leurs infrastructures, les prêts accordés par la Chine sont une aubaine, vraiment. Et contrairement, par exemple, à ceux de la Banque mondiale, par exemple. Donc en fait, c'est parce que la Chine, elle est bien moins regardante sur leur situation, sur la situation politique des États qui empruntent. Mais il faut bien faire attention, parce que la Chine a quand même mis en place une stratégie de sécurité. Elle a créé ce qu'on appelle des clauses de sûreté. Donc en fait, du fait de ces clauses de sûreté, les pays qui seront incapables de rembourser se voient obligés de laisser soit leurs ressources minérales, soit leurs ports, ou encore leurs approvisionnements énergétiques. Ils doivent tout laisser à Pékin. Et cela, en fait, a l'effet pervers de créer une énorme dépendance des pays africains envers la Chine. Par exemple, le projet chinois de la nouvelle route de la soie illustre parfaitement mes propos. La Chine a investi dans la région des Grands Lacs pour la construction de la voie de chemin de fer entre Kigali au Rwanda et le port de Mombasa au Kenya. Donc finalement, en fait, vous l'aurez compris, la Chine, elle se tourne vers tous les pays qui ont des ressources pour avoir un minimum de garantie d'approvisionnement. C'est malin ça. Ouais. Mais qu'en est-il du coup de la Russie et de l'Algérie? Je suis pas sûre d'avoir compris ce que c'est de la manigancer. Ah, mais ça, c'est la petite pépite russe. La stratégie d'effacement de la dette de la Russie. C'est grâce à cette stratégie que la Russie a pu faire son grand retour sur le continent africain dans les années 2000. Donc l'Algérie a été le premier pays à en bénéficier en 2006. Moscou a tout simplement effacé la dette qu'elle avait contractée il y a de ça plusieurs décennies maintenant, contre un contrat d'armement de la maudite somme de 6 milliards d'euros. Oui. Voilà, tout simplement. C'est rien du tout. La Libye a suivi derrière 2 ans après, donc en 2008. Cette fois en échange donc d'un contrat d'armement et également de la construction d'une ligne de chemin de fer sur son territoire, histoire de rien se refuser. Et pour rester dans le champ lexical du militaire, en fait, la Russie, elle intervient aussi à travers l'action de ses mercenaires. Donc, ce ne sont pas les mercenaires directement du gouvernement, mais ce sont en fait des groupes paramilitaires privés. L'Afrique subsaharienne, en fait, elle fait souvent appel à ce genre de groupe en raison de la faiblesse des institutions gouvernementales de certains des pays. Et il y a quand même une nécessité, du coup, de protéger leurs sites miniers. Donc, les mercenaires, ils permettent à Moscou de bénéficier de concessions minières en échange de leurs services. Et en fait, ils font partie, même s'ils ne sont pas liés directement au gouvernement, ils font partie intégrante de la stratégie de la Russie qui vise à renforcer son influence en Afrique.
Merci à vous pour ces explications. On comprend bien mieux pourquoi la Chine et la Russie tentent de séduire les pays africains. Je viens de voir par contre qu'on a une question d'un téléspectateur qui s'interroge sur le comportement des États-Unis. Effectivement, Rose, nous avons Gaël Prod Ward qui a remarqué un comportement particulièrement étrange dans la villa. Il nous dit, je cite, « Je suis le seul à avoir remarqué qu'États-Unis est tout le temps collé à Colombie. Moi, je dis ça, je dis rien. Hashtag USA, hashtag Colombie, hashtag chelou, hashtag ingérence. » Ah bah, voilà. Un qui vous a Il y a écouté. des sacrés observateurs parmi nos téléspectateurs. Ah, je suis désolée. Attends, je vais t'aider. C'est gentil, merci. Tiens, désolée. Tout va bien? Ouais, très bien, merci beaucoup. T'es sûre, ça va? Ouais, c'est ok. Merci. C'est trop mignon. Salut. Salut. Tu devrais lire ce livre, c'est super intéressant, je te le recommande vachement. Merci. Eh bien, encore une scène intrigante. On dirait que les États-Unis ne comptent pas lâcher d'un pouce la Colombie. En effet, Rose. Mais alors, comment, chers analystes, peut-on expliquer cette tentative de rapprochement de la part des États-Unis? Mais c'est loin d'être nouveau, Terry. Comme on peut le voir donc là avec la Colombie, l'ingérence des USA dans certains pays d'Amérique latine a été portée par plusieurs théories, dont la doctrine de James Monroe, l'Amérique aux Américains. Elle a d'ailleurs joué un grand rôle dans la politique étrangère des USA, notamment entre le 19e et 20e siècle. De base, elle condamnait au départ toute intervention européenne dans les deux Amériques, et vice-versa. Mais cette doctrine a aussi été la source d'un interventionnisme et d'un expansionnisme de la part des USA en Amérique latine, dans l'objectif premier de sécuriser, stabiliser, développer et amener la démocratie, concrètement. Effectivement. Et de plus, cette ingérence s'inscrivait également dans un contexte en fait de lutte contre le communisme pendant la guerre froide notamment. Donc, tout le monde se souvient du coup d'État du général Pinochet en 1973 au Chili et du soutien en fait apporté par les États-Unis, alors même que le président communiste Salvador Allende avait été élu démocratiquement. Bien sûr. Mais d'ailleurs, les États-Unis n'intervenaient pas aussi en Afrique pour endiguer le communisme, si je ne m'abuse. Ça, c'était la raison de départ. Toutefois, l'interventionnisme états-unien a petit à petit dérivé sur la prévention du terrorisme. Comme beaucoup d'autres pays, en soi, on a la France, l'Allemagne, l'Italie, pour citer des pays asiatiques, vous avez également la Chine et le Japon. Les USA ont une présence forte militaire. Mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est quand même la deuxième puissance mondiale militaire présente sur le continent africain, juste après la France. Oui, quand même. Mais il y a quand même une question qui me turlupine un petit peu. Les pays africains possèdent pourtant des forces militaires aussi, donc pourquoi intervenir ? Alors oui, mais en fait, proportionnellement, les forces militaires étrangères sont plus puissantes que les armées africaines. Et donc en fait, ces armées manquent d'ailleurs aussi de budget, que ce soit pour investir dans la construction de bases, pour l'achat d'équipements, ou aussi pour la formation en fait, des ressources humaines, la formation des hommes. Et donc c'est pourquoi elles sont souvent financées par des aides étrangères. Eh bien, merci à toutes et à tous pour vos explications très claires et très complètes. D'ailleurs, avec la cyberattaque qui a eu lieu tout à l'heure sur le plateau, on a une petite question pour vous. Effectivement, Rose. Cela vous concerne uniquement vous 6. Vous allez répondre à la question suivante, car j'aimerais bien connaître votre avis. Écoutez bien. La modernité du monde réinvente-t-elle les territoires? Levez la main si vous êtes pour. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Bah dis donc, on dirait que tout le monde est d'accord, ça change des relations internationales. Madame Sens, j'aimerais revenir avec vous sur le sujet. L'Éthiopie, par exemple, n'utiliserait-elle pas ce moyen dans le but d'attirer l'aide humanitaire d'urgence? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la famine instrumentalisée. C'est-à-dire qu'un État va tout simplement laisser volontairement une situation déjà précaire initialement se dégrader dans le but d'attirer des médias, dans le but d'attirer de l'argent.
Vous savez, c'est très malheureux et c'est vraiment pas rare que les famines géopolitiques soient des outils pour les candidats. L'Éthiopie, bien évidemment, a fait recours plusieurs fois à ce type de pratique et surtout à la famine verte. Vous dites famine verte? La famine verte, la famine verte, si vous voulez, elle va concerner des régions excédentaires où les réserves de nourriture, où les cultures vont être volontairement détruites, les personnes sont regroupées dans des camps, sont tout simplement privées de moyens. C'est extrêmement horrible. D'ailleurs, le Soudan voulait prendre le contrôle de tout un pays grâce à une famine idéologique. Ah oui, c'est pas possible. Ouais, non, ça a des conséquences extrêmes. Merci donc à toutes et à tous. Donc sur ce, donc on va quitter nos 6 premiers analystes. Merci d'être venus sur le plateau parmi nous ce soir. Merci pour votre accueil. Bonne soirée. Cette page de pub vous est offerte par 3A Chanel. Toi aussi, t'en as marre de tous ces flacons qui s'accumulent dans ta salle de bain? Essaye The Shampoo. C'est le premier shampoing solide qui est fait à 99,9% d'éléments d'origine naturelle. Ce shampoing nourrit et fortifie tes cheveux en profondeur et son pouvoir moussant garantit un démêlage facile. Le monde change. Et l'homme doit s'adapter. Il doit être à son aise en toute situation. Je suis à la fois l'homme de ville et le travailleur. Je n'ai pas peur de me salir les mains et l'effort physique est essentiel à mon équilibre. Des années d'efforts et d'entraînement ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Mon corps carbure à l'adrénaline et à la testostérone. Et l'aventure est pour moi un mode de vie. Le succès ne se mesure pas qu'au matériel. Mes relations et mes interactions m'enrichissent également. Et comme beaucoup d'autres, nous aimons parler machine et grosse cylindrée. J'ai besoin d'un véhicule capable de m'emmener partout, de me suivre dans mes plus folles aventures, comme dans celles du quotidien. Une voiture? Non. Un vélo. Un véhicule dont la puissance supporte celle de mon charisme. Même si vous êtes comme cet homme, un vrai cliché vivant, rien ne vous empêche de l'être sur un vélo. Nous sommes de retour sur le plateau du MAC des Anges de la Géopo sur 3A Chanel. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints et merci à ceux qui sont restés. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que vous n'aviez pas trop le choix, car on connaît tous les réseaux de criminalité mondiaux. Effectivement, ma chère Rose, j'en profite d'ailleurs pour vous. N'hésitez pas à interagir en masse sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Anges de la Géopo. Sans transition, revenons à notre programme et comme vous avez pu le voir dans le sommaire présenté avant cette courte page de publicité, nous allons maintenant nous intéresser au système politique contesté et aux nouveaux acteurs qui émergent, pour finalement nous interroger sur la manière dont notre vieux système politique pourra résister. Et comme vous allez le voir, c'est très chaud dans la villa, ça va envoyer du pâté, désolé pour les VG, et il y aura des dents au sol. Désolé pour les dentistes aussi, du coup. Pour traiter donc cette nouvelle partie de l'émission, nous allons accueillir de nouveaux analystes de la géopolitique mondiale, donc à qui je vous prie de les applaudir avec un tonnerre d'applaudissements. Et oui, Monsieur Nassim Yonal, bonjour, Monsieur Nassim, Madame Maritime, bonsoir, et Monsieur... Et de mon côté, on ne les présente plus, Madame Analyse, bonsoir. Monsieur Continent et Monsieur Frontieri. C'est très drôle
car votre nom et mon prénom me font penser au mien, car ça fait un jeu de mots. Et oui, Terry. Et dans ce premier temps de la deuxième partie de la soirée, nous allons nous intéresser au vieux système politique contesté avec tout de suite un retour en image sur ce qui s'est passé dans la villa cette semaine. Cette semaine dans la villa, nos anges de la Géopo ont une sacrée surprise avec l'arrivée de nouveaux acteurs de la géopolitique mondiale dans l'aventure. Aïe 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 aïe, et oui, je vous l'avais dit, ça allait être tendu dans la villa. Et cela commence déjà avec l'arrivée des nouveaux acteurs. La cohabitation s'annonce difficile dans la villa. Mais alors, comment expliquer cette réaction et cette attitude des vieux systèmes politiques? Est-ce qu'ils se sentent menacés? Maritime, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous expliquer un peu plus, si possible? Bien sûr, mon cher Terry. Alors, comme vous l'avez bien relevé, il y a clairement une animosité marquée de la part des vieux systèmes politiques à l'égard des nouveaux acteurs. On les a bien vus ici, assis, ne se levant pas pour les accueillir, quand même. C'est vrai. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur ces vieux systèmes politiques? Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Quelle est leur relation avec les acteurs de la géopolitique mondiale? Mais bien sûr, Rose, il est vraiment essentiel, excusez-moi, de bien définir pour nos téléspectateurs ce que nous entendons par système politique. Donc c'est une notion très très vaste. Cela désigne les grandes catégories d'organisation des pouvoirs publics. Cela ne prend pas seulement en compte le régime politique, mais bien d'autres éléments, comme l'idéologie, la sociologie ou encore l'économie, ce qui est très important, on ne va pas se le mentir. Plusieurs acteurs composent un système politique. Donc, premièrement, nous avons les institutions politiques, comme les gouvernements, les ministères, la justice ou l'administration. Mais nous avons aussi les acteurs politiques, donc les partis, les ONG, la population. Et ce qui est très important, c'est les relations entre ces acteurs. Selon le politiste canadien David Easton, que nous connaissons bien évidemment tous, il va de soi, les systèmes politiques sont ouverts à deux sortes d'environnements. Le premier est intrasociétal et il est composé des autres systèmes sociaux, notamment écologiques, biologiques et psychologiques. Le deuxième est extrasociétal et comprend les systèmes sociaux internationaux. De ce fait, le système politique est défini à travers les relations entretenues avec ces environnements et à travers les influences qu'ils ont sur ce système. Ainsi, il aboutit à la conclusion en affirmant que le système politique n'est qu'une entité dynamique qui change de comportement et de structure afin de s'adapter à son nouvel environnement. Merci beaucoup pour ces précisions, Marie. Toujours un plaisir d'avoir des arguments aussi clairs et cohérents. Nassim, je viens à vous. Est-ce que serait-il possible pour vous de nous éclairer sur cette idée de vieux système politique? Avec grand plaisir, mon cher Terry. Tout d'abord, il faut faire une contextualisation historique. Nos systèmes politiques actuels, que l'on peut qualifier de vieux, découlent d'un processus historique très long, avec une mondialisation et une globalisation extrêmes. Ils résultent en partie du colonialisme dans les 3 A. Bien sûr, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, qui a cherché à imposer le système de l'Occident. Et de manière plus récente, le système actuel majoritaire est une conséquence de la guerre froide. Guerre qui a opposé 2 systèmes politiques arrivés au sommet de la pyramide. Vous le savez tous, le capitalisme et bien sûr le communisme. Ce clivage extrême a pris l'entièreté sur la géopolitique mondiale. La victoire du capitalisme marque la fin de cette guerre, et un virage majeur a été choisi par de nombreux analystes de la géopolitique mondiale, comme bien sûr le fameux, le grand Francis Fukuyama, avec son œuvre mondialement connue, La fin de l'histoire, qui théorise le fait que c'est l'affrontement entre les différents modèles qui faisait avancer l'histoire avec un grand H. Avec l'hégémonie du capitalisme et l'absence de lutte, cela amène la fin des conflits et donc la fin de l'avancement de l'histoire, qui devrait rester bien sûr linéaire. On peut toutefois relativiser cette théorie. Aujourd'hui, avec la lutte et les distorsions des modèles politiques, qui entraînent des changements profonds et bien sûr, mesdames et messieurs, l'émergence de nouveaux acteurs. Oui, je vous rejoins tout à fait sur cette analyse. Aujourd'hui, on est dans un système qui veut que si l'on souhaite être entendu et reconnu sur la scène internationale,
est même considéré comme un pays dit développé, il faut être une démocratie et un seul type de démocratie, à savoir celui qu'on retrouve dans nos pays occidentaux. Par là, on entend bien entendu un régime parlementaire avec représentativité et élection. Nous pouvons également faire un zoom sur les sanctions internationales. Les sanctions internationales relèvent du soft power, mais elles peuvent néanmoins amener des drames humanitaires et sociaux sans précédent, avec une augmentation du chômage, de la pauvreté, avec plus de famine, plus d'épidémies. On va avoir également une radicalisation de la classe politique nationale et une augmentation de la propagande. J'en passe même. Il est donc important de rappeler que ces systèmes et ces sanctions internationales relèvent plutôt du hard power utilisant des soft means. Et c'est pour cela que certains chercheurs de l'IRIS aujourd'hui déclarent qu'il serait plus intéressant de parler de performance plutôt que d'efficacité. Et justement, au sujet des sanctions internationales, peut-être vous rappelez-vous que dans une ancienne saison des Anges de la Géopo, un événement avait durablement marqué l'émission. En effet, la quasi-totalité des habitants de la villa avait appliqué des sanctions contre le Biafra, cet État nécessionniste du Nigeria, afin de le punir d'avoir tenté de prendre ses distances avec celui-ci. Tout de suite, un retour en images. Genre, je te parle, non mais moi je t'avais déjà dit, vas-y fais des grands gestes là, vas-y, embrouille-toi. Tu vois quoi? Tu me mets pas, vas-y, c'est bon. C'est bon là. Non mais toi, T'es fada. calme-toi. Non mais t'as un mais entier ta. Non mais c'est bon là. Casse-moi. Vas-y moi. Non mais c'est bon là, il m'a pété ton pote. De toute façon, je m'en fiche du Biafra. Je le fais seulement pour enquiquiner les Anglais. Des images toujours éprouvantes, même après plusieurs saisons, surtout quand on saisit le drame humanitaire auquel cela a pu conduire. Pour nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi les saisons précédentes des Anges de la Géopo, Continent, pouvez-vous nous expliquer ou nous réexpliquer le déroulé des événements? Avec plaisir, mon cher Thierry. Alors, comme vous venez de le voir, la crise du Biafra a d'abord concerné uniquement le Nigeria, avant d'impliquer la quasi-totalité de la communauté internationale. Pour un bref rappel, le Biafra est une région située au sud-sud-est du Nigeria et c'est une zone très pétrolifère. Alors quand en 1967, un nationalisme fort y voit le jour et proclame l'indépendance du Biafra vis-à-vis du Nigeria, eh bien, le Nigeria refuse pour ne pas perdre cette région dont la ressource est essentielle à son économie et à son bon fonctionnement. Et au vu des enjeux, la quasi-totalité de la communauté internationale s'est rangée derrière le Nigeria, ce qui a pu lui permettre de commettre des exactions dans la région sans être inquiété de potentielles sanctions ou représailles. Le Biafra se retrouve donc totalement isolé sur la scène diplomatique, puisque seuls 4 pays d'Afrique reconnaissent son indépendance, et des sanctions sont donc bien mises en place par la communauté internationale. Je pense notamment à la Grande-Bretagne, qui ne voulait pas perdre ses intérêts et ses acquis pétroliers dans la région, ou aux États-Unis, qui craignaient l'expansion du communisme. Alors, à partir de là, la France, elle, a quand même soutenu officieusement le Biafra, mais c'était en réalité pour se positionner face à sa grande rivale de toujours, qui est la Grande-Bretagne. Donc, on voit bien ici que les sanctions sont utilisées comme un outil de maintien ou d'expansion de la zone d'influence, ou également pour régler des conflits entre puissances internationales sur des territoires tiers. La conséquence de cette crise, c'est tout simplement et malheureusement l'un des premiers drames humanitaires de la période postcoloniale, avec entre 600 000 et 1 million de morts dus, entre autres, à la famine. Oui, et malheureusement, ce n'est certainement pas la dernière. Rappelons que ces événements ont été en partie à la création du devoir d'ingérence, qui est parfois appliqué par les organisations humanitaires lorsque certains États refusent cette aide humanitaire, justement. Un petit rappel aux sources qui était important. Voyons tout de suite un autre événement qui a marqué les Anges de la Villa, qui ont reçu d'ailleurs un appel très important. Retour en images. Ici l'ONU. J'observe depuis quelque temps votre comportement vis-à-vis de la région du Tigré. Je m'inquiète fortement des exactions que vous commettez envers elle.
et j'envisage sérieusement une intervention pour réguler ces tensions. C'est tout pour le moment. Non mais, il se prend pour qui celui-là en fait? Non mais, franchement, le Tigré il fait partie de moi, je fais ce que je veux, non mais, il est pas prêt. Et c'est un coup dur pour l'Éthiopie qui ne s'attendait certainement pas à cette décision de l'ONU. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'ONU et sa perception par les anges de la géopo, mon cher Thierry? Avec plaisir, ma chère Rose. Et bien, tout compte fait, l'ONU et toutes ses branches, donc que ce soit l'OIT, le FMI, la Banque mondiale, sont quand même des branches qui sont très critiquées dans leur approche et leur imposition du modèle de développement. Donc, forcément, cela amène à des conflits internationaux, des relations instables et des populations de plus en plus réticentes envers l'ONU et les pays qui chapeautent toute cette organisation et ses différentes actions. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu suivi mon petit Thierry, c'est ce qu'on a vu récemment avec l'Éthiopie justement, parce que le pays a quand même exclu 7 représentants, 7 de l'ONU, de son territoire, simplement parce que l'organisation a émis l'idée d'intervenir dans la région du Tigré pour réguler un petit peu tous les conflits qui se passaient. Alors forcément, le pays a seulement décidé que ce conflit était interne et qu'aucun autre acteur international devait intervenir. Mais on peut se demander quand même pourquoi cette région, qui fait partie quand même de l'Éthiopie, est en tension avec le régime fédéral éthiopien. En fait, il faut revenir sur le mode de gouvernance de l'Éthiopie, qui est le fédéralisme ethnique. Donc, pour vous contextualiser un peu tout ça, c'est un système dans lequel les unités régionales ou étatiques fédérées sont définies par l'ethnicité. Ce système cristallise en fait tous les risques d'ethnicisation. Exactement, mon cher. D'ethnicisation, merci Thierry, des conflits. Donc pour vous donner un exemple, en 2018, Abiy Ahmed a été nommé Premier ministre du territoire et a simplement évincé de nombreux Tigréens du gouvernement, comme le chef du service des renseignements du pays qui était à l'époque Getachew Assefa, parce qu'il considère que cette élite tigréenne n'a plus simplement sa place au sein du gouvernement dû à son ancienneté et à sa faiblesse surtout démographique. Alors forcément, ça fait un peu match de ping-pong entre la région du Tigré et l'État de l'Éthiopie. Donc par la suite, le Tigré a décidé de maintenir des élections qui se sont passées sur son territoire, bien que l'État fédéral d'Éthiopie l'ait interdite. Donc à partir de là, ça a été le drame. On a eu les résultats des élections qui ont été déclarés nuls par le gouvernement éthiopien. Pour sanctionner la région du Tigré, forcément, l'État a versé toutes les allocations budgétaires aux administrations locales et non aux dirigeants de la région du Tigré. Enfin, beaucoup trop de conflits, si je peux me le permettre, et forcément, ceci a été considéré comme un acte anticonstitutionnel et un acte de guerre pour la région du Tigré. Une guerre officielle a éclaté le 4 novembre 2020, et même si un arrêt a été proclamé fin 2020, on constate quand même beaucoup de combats et encore une crise humanitaire énorme sur le territoire encore aujourd'hui. Une superbe analyse menée par Thierry Front. Nous allons maintenant voir que cette semaine, nos anges de la géopo ont vécu de gros bouleversements suite justement à l'arrivée de nouveaux acteurs. Mais tout de suite, de nouvelles images de la villa où un jeu s'est mis en place. Ok, donc on va faire un petit jeu très simple. Vous allez tous tirer un petit papier du chapeau et la personne désignée doit faire ce qui est écrit sur le papier. Ok? Oui. Vas-y, tu commences. Alors, Rasta, lâche une impro qui vise la personne de ton choix. Ok, Diaspora, mets-moi une petite mélodie énervée. États-Unis, Venezuela, France, Chili, c'est pour vous. Pays des libertés, de quoi vous me parlez? Vous qui n'êtes que les marionnettes d'un colonialisme hérité, racisme intériorisé, population négligée, on a des droits et vaudrait mieux respecter ça. Je suis acteur du monde depuis toujours, et pas que depuis que je suis dans la villa. Plus de temps pour les querelles, y a plus de race que des hommes. Joie et coopération, rouge, jaune, vert dans les airs. Vous maniez les armes nucléaires, mais moi je manie l'art du vert. Love, peace, merci. Ouais, mais du coup, tu veux pas que pour détendre un peu l'atmosphère et enfin, j'ai pas, pour que ce soit un peu plus sapin, on arrête de les appeler les noirs. Ouais, c'est une bonne idée, t'as raison. Contre autre chose. Ouais. Mais quoi? Je sais pas. Ah si, je sais. Les afrodescendants. Ça sonne bien, non? Ah, j'aime bien. Ah, c'est bien, hein? Ah, c'est cool. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est bien. On doit peut-être quand même leur demander leur avis.
Ouais, et commencer par les appeler par leur prénom en attendant. Oui aussi, c'est vrai. Waouh, quel flow! Une petite ressemblance avec vous, Anna, cette rastafariste. Petite. Quand même. Sacrée improvisation musicale, n'est-ce pas, Laurent? Appréciable, en effet. J'imagine. Vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire des diasporas africaines en Amérique remonte à l'époque du commerce triangulaire, qui a notamment contribué à la déportation de 9 millions d'Africains en Amérique. Dans les années 60, on assiste à une migration importante de commerçants et d'étudiants, généralement issus des milieux favorisés. L'objectif était donc de rapporter des connaissances, des ressources, des compétences, afin de les mettre en pratique dans leur pays d'origine et de contribuer à leur développement. Dans les années 90, la migration devient plutôt socio-économique, notamment due à de nombreuses crises qui éclatent dans les pays africains. Aujourd'hui, en Amérique latine, on observe une arrivée de populations africaines due à la fermeture des frontières européennes. On voit donc des migrants essayer de traverser l'Atlantique, bien souvent à bord de bateaux de fortune, comme on peut le voir en mer Méditerranée, ou bien en avion, pour donc arriver en Amérique latine et finir leur périple à pied jusqu'aux États-Unis. Alors, juste permettez-moi de vous interrompre, Annalise. L'intégralité des personnes migrantes en Amérique ne souhaitent pas poursuivre leur voyage à pied aux États-Unis. Que ce soit par manque de moyens financiers pour poursuivre le voyage, ou pour profiter des politiques relativement plus souples qu'ailleurs que mettent en place certains pays d'Amérique latine quant à l'immigration, certains restent dans les pays où ils arrivent, ou du moins en Amérique latine. Je pense notamment à l'Équateur, qui est un pays qui est plutôt accueillant pour les migrants. Oui, c'était très important de revenir sur ce point, mais il faut aussi revenir sur la place de l'afrodescendance. Ils sont passés d'un statut de marchandise à la reconnaissance de leurs conditions humaines. Les afrodescendants américains oscillent donc entre un semblant de reconnaissance par la société latine à un racisme omniprésent devenu presque ordinaire. Oui, alors je vous rejoins tout à fait, d'autant plus que le problème aujourd'hui en Amérique latine, c'est que les gouvernements n'ont que très récemment concilié ethnicité et nation en mettant en place des politiques multiculturelles. Notamment en Colombie, j'ai cet exemple en tête, où ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les personnes issues de la diaspora africaine obtiennent le statut de citoyen et où dans les verbatims du quotidien, le noir devient l'afro-colombien et le mot race est remplacé par ethnicité. Tout à fait, mon cher continent. Mais revenons-en à Rasta. Ce que Rasta veut dire à travers ce rap, c'est que chaque ethnie puisse être reconnue, et ce, en dehors de son pays, et ce, de reconnaissance, et que cette reconnaissance, excusez-moi bien sûr, soit mondialisée. Il souhaite aussi que le racisme disparaisse de nos sociétés occidentales, notamment car les Rastafaris sont un exemple typique de la revendication identitaire des peuples afro-américains colonisés. On remarque ici un lien étroit entre les diasporas africaines, qui militent aujourd'hui pour leurs droits, et le mouvement Rastafari, qui a émergé dans les années 1930, qui luttait pour l'émancipation des peuples. Pour compléter ce que vous dites, mon cher Nassim Yonal, on peut quand même remarquer que ces acteurs afro-latino-américains sont de plus en plus importants sur la scène internationale et deviennent petit à petit des acteurs avec un vrai rôle politique et économique, au point où l'Union africaine a quand même désigné la diaspora africaine comme la 6e région d'Afrique, et ce n'est pas rien si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Merci pour ces explications pour nos téléspectateurs. N'hésitez pas à réagir encore une fois à cette improvisation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Anges de la Géopo. On se reconnecte avec la villa. La soirée ne fait que commencer, bien sûr. Villa de la Géopo. Moi, c'est Twitos, j'ai 15 ans, je viens de San Francisco, hashtag Californie. Je suis l'habitant de la villa le plus jeune et je suis là pour apporter de bonnes choses. Step de ouf, ils sont accrochés dans la peau. Même le matin, c'est bon. Salut. Ouah, les gars, il y a un nouvel habitant. Enchanté. Twitos, enchanté. Salut, tu vas bien? Enchanté. Salut. Twitos, enchanté. Enchanté. Salut. Salut.
Quel accueil pour le jeune Twitos, mais certes un peu contrasté, et qui je pense va un peu le contrarier pour étendre son réseau socialement. Vous êtes drôle, mon cher Terry. Et oui, j'ai l'humour facile ce soir, Nassim. Oh, je ne vous pas dire. Merci Nassim. Analyse, j'avais une question. Est-ce que vous pourriez expliquer cet accueil un peu contrasté de Twitos, s'il vous plaît? Bien sûr. Pour comprendre cet accueil, il faut remonter dans les années 2000. Dans les années 2000, dans la plupart des pays arabes, comme en Tunisie, le gouvernement censurait et regardait tout, que ce soit sur Internet, dans les cybercafés, à la radio ou à la télévision. Puis, avec la mondialisation, le peuple a commencé à avoir accès à de nouvelles formes d'information, et donc à une certaine liberté d'expression. C'est donc à ce moment-là que les réseaux sociaux sont rentrés en jeu. Et c'est comme, pour donner un exemple, sur Twitter que l'affaire de Mohamed Bouazizi s'est fait connaître. Pour rappel à tout le monde, Mohamed Bouazizi était un vendeur de fruits et de légumes ambulants qui se faisait harceler par le gouvernement tunisien en l'empêchant d'exercer décemment son métier. Et c'est un jour, à la suite d'un énième contrôle, que dans un élan de désespoir, ce jeune de 19 ans s'immola par le feu et il mourut suite à ses blessures quelques jours après. Et c'est cet événement qui a été très médiatisé sur Twitter, qui a déclenché l'indignation et la colère de la jeunesse tunisienne. Je vous remercie, Madame Analyse. Comme nous avons tous pu le voir récemment à la télévision, pendant les manifestations, les femmes ont également pu faire connaître leurs revendications, libérer leur corps, leurs pensées, bridées par des sociétés très machistes, voire patriarcales. Des femmes fortes ont également émergé sur la scène politique, sans compter le rôle crucial qu'a joué le journal qatari, Al Jazeera. Cette chaîne a révélé au peuple tout ce que le gouvernement cachait jusqu'ici, en termes sociaux, politiques et économiques, et bien sûr sans oublier la corruption qui était jusqu'ici dissimulée. Merci Laurent pour ces explications. Les anges ne sont pas au bout de leur peine ce soir. Nous allons retourner dans la villa où Venezuela a souhaité prendre la parole dans le confessionnal. Tout de suite, un retour en images. Hola a todos. Je me retrouve très embêté en fait. Je suis très inquiet parce que tout le monde me tourne le dos dans la villa. J'ai plus d'amis et j'ai juste besoin d'aide en fait. Donc je crois que je vais faire appel à des amis. Oh là 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 là, le Venezuela est en détresse. Apparemment, il serait en train d'être privé de toutes ses ressources. Il aimerait faire appel à ses amis. Continent, est-ce que le Venezuela subirait des sanctions par hasard? Mais tout à fait, mon cher Terry. Le Venezuela subit des sanctions américaines depuis 2015. Et quand, en 2019, Donald Trump décide d'appliquer un embargo total sur le pétrole vénézuélien, eh bien, le pays dirigé par le gouvernement de Maduro s'effondre totalement, puisque son économie repose à 80% sur le pétrole. Je vous rappelle quand même qu'on a entendu parler d'inflation pouvant aller jusqu'à 1 million de pourcents. C'est totalement stratosphérique. Et dans un contexte de mondialisation, le Venezuela va nécessairement chercher de nouveaux partenaires économiques. Attendez, est-ce que vous pourriez en dire plus quant à ces sanctions? Je ne comprends pas trop. Et surtout, pourquoi ont-elles été appliquées? Eh bien, aucun problème. Ces sanctions sont des outils diplomatiques assez répandus qui sont utilisés pour répondre à des enjeux régionaux comme internationaux. La plupart du temps, les objectifs mis en avant sont la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, le crime organisé, la corruption ou bien toute forme de viol des droits humains. Et dans le cas du Venezuela, ce que les États-Unis mettent en avant pour expliquer la mise en place de ces sanctions, c'est l'objectif de retrouver un ordre démocratique dans le pays, lutter contre la corruption des dirigeants et également faire en sorte que cessent les exactions contre les opposants politiques. Mais je suis complètement d'accord avec votre analyse, monsieur Continent. En revanche, je ne vois pas très bien comment le Venezuela pourrait se sortir de cette situation, alors que tous les pays occidentaux sont du côté des USA. Ah, mais c'est tout à fait vrai. Eh bien justement, ma chère, il semblerait quand même que quelques pays, notamment comme l'Iran ou encore la Corée du Nord, mènent une alliance potentielle avec le Venezuela, entre pays sanctionnés, avec à la clé forcément des échanges commerciaux, le pétrole contre les additifs chimiques, ayant pour but de subvenir aux besoins de chacun, tout en contournant les sanctions américaines. Mais attendez, je vous coupe parce que...
Ah, incroyable ce qui se passe dans la villa. On m'annonce en régie que la stratégie qui avait été mise en place pour contourner les sanctions n'aurait pas eu l'effet escompté. À la bonne heure, mon cher Terry. J'ai envie de vous dire que c'était prévisible. Comme on le sait tous, les réserves pétrolières du Venezuela se sont considérablement amenuisées et la pandémie de Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Affaire à suivre donc pour le Venezuela. Tout de suite, les images d'un événement dans la villa, puisque les anges ont reçu la visite surprise d'une star internationale, et je cite Arnaud Bernard, qui est là donc pour représenter les firmes multinationales, ou FMN, comme on les appelle par leur petit nom. Bon, vous pensez que c'est qui cette invitée surprise? Franchement, j'en ai aucune idée. Bonsoir les anges. C'est Arnaud Bernard! Je comprends qu'il y avait des femmes dans la pièce. Quel est le secret de votre réussite? Bon, la Chine, je vous aime bien, mais la contrefaçon va falloir freiner parce que moi je perds de l'argent dans cette histoire. Donc je vais vous donner mon secret. Il y en a 3. Le compte au Luxembourg, on n'hésite pas à l'ouvrir. Les enfants, ils travaillent vite, ils travaillent bien et ils se plaignent jamais. Et le dernier, l'environnement. Maintenant, vous connaissez. Bon, Arnaud, on peut prendre une photo, s'il te plaît, pour immortaliser le moment, quoi. Pour vous, je vais faire une exception. Eh bien, c'est ce que j'appelle une entrée en matière pour Arnaud Bernard. Hein. Quelle star! D'ailleurs, Laurent, vous êtes inspiré de lui, non, pour votre style vestimentaire? Nullement. Autant pour moi. Et bien entendu, revenons sur Arnaud Bernard. Il n'a pas forcément fait l'unanimité, vous allez le voir tout de suite en image. C'était sans compter l'hostilité des acteurs informels africains. On regarde ça tout de suite en image. Supermarché dégagé de l'Afrique. Supermarché dégagé de l'Afrique. Nos systèmes alimentaires se débrouillent très bien sans vous. Ouais! Nous faisons face à une nouvelle dispute au sein de la villa. Pouvez-vous nous expliquer, Nassim? Tout à fait, ma chère Rose. En Afrique subsaharienne, particulièrement au niveau de la distribution alimentaire, des tensions naissent entre les grandes surfaces, que l'on peut qualifier d'acteurs formels, et les petits vendeurs ambulants locaux et producteurs, que l'on peut qualifier d'acteurs informels. Mais justement, pouvez-vous nous expliquer pourquoi de tels conflits naissent entre ces deux acteurs? Des tels conflits naissent tout simplement parce que les grandes surfaces sont majoritairement présentes dans les zones urbaines, et leur modèle de distribution est comparable au modèle occidental. Logiquement, les grandes surfaces répondent donc à un besoin des Occidentaux vivant sur place, des élites locales et d'une petite partie de la classe moyenne. Pourtant, l'offre proposée par les acteurs informels répond parfaitement à la majorité de la population, qui, avant toute chose, cherche à avoir des petites quantités de nourriture à faible coût. De plus, les vendeurs locaux acceptent régulièrement de faire crédit, et les cuisiniers ambulants permettent à une grande partie de la population d'avoir l'apport en protéines à moindre coût. Étant donné l'amplitude du marché de la distribution alimentaire au détail, quelle est la réaction des firmes multinationales, monsieur Thierry? Elles veulent tout simplement se faire une place dans ce secteur, mais forcément cela mène un conflit d'intérêts entre les acteurs formels, les acteurs informels et la population locale. Et que risquent ces acteurs informels alors si les firmes multinationales réussissent à se faire une place dans le domaine informel? Eh bien mon cher Terry, on parle quand même de la subsistance de millions de petits vendeurs et de producteurs locaux, de la santé des populations et de la diversité des cultures alimentaires traditionnelles. En plus, ces petits métiers sont quand même vecteurs de création d'emplois, d'émancipation notamment pour les femmes, et ils sont donc très importants dans ces pays d'Afrique subsaharienne. Et donc il est normal de voir tous ces petits vendeurs, ces agriculteurs, ces consommateurs urbains s'unir pour défendre leurs systèmes alimentaires locaux. Exactement. Mais il faut aussi quand même souligner que ces marchés peuvent être des sources d'insécurité, surtout liées aux contrefaçons et aux risques de trafic. Je voudrais maintenant, téléspectateurs, vous partager un tweet que nous avons reçu de la part de Jean-Christophe de La Conta. Bonsoir Jean-Christophe. Et celui-ci nous demande, et à ce sujet, nous n'avons pas abordé la destruction de l'Amazonie par ces grandes entreprises maritimes. Je ne vous trouvais plus. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse par ce point pertinent soulevé par Jean-Christophe de La Conta? Mais bien sûr, Terry, et vraiment merci d'avoir soulevé ce point, Jean-Christophe de La Conta. Donc le cas de l'Amazonie est en effet très complexe parce qu'il est aussi empreint d'une très grande corruption. Donc le gouvernement brésilien participe nettement à l'exploitation intensive de cette forêt tropicale
Et ce, à des fins purement égoïstes. Enfin, vous vous rendez compte quand même? Les dirigeants s'en servent pour leur enrichissement personnel et pour le maintien ou l'accroissement de leur influence. Oui, et cette malversation favorise également un vaste réseau de trafic illégal de bois qui a également créé des conflits entre groupes armés et populations indigènes. Ça a déjà fait de nombreux morts puisque parmi les peuples autochtones, puisque ces populations cherchent à défendre leurs terres, ce qui est tout à fait compréhensible. Et ça soulève également la question de conflits internationaux et diplomatiques, puisque comme vous le savez, on peut facilement considérer l'Amazonie comme l'un des poumons de notre planète, et certains voudraient y voir un bien commun à l'humanité, tandis que d'autres veulent l'utiliser et l'exploiter pour leur profit personnel ou national. Bien, on peut dire que la question de la souveraineté sur ce territoire morcelé et protégé par le patrimoine mondial est au centre de nombreuses préoccupations. Comme vous avez pu le comprendre, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'arrivée de ces nouveaux candidats bouleverse la maison. Ces nouveaux acteurs peuvent être des piliers sur lesquels nos anges peuvent compter, mais également devenir des facteurs de révolte et des ennemis. Et afin de clôturer ce mag, nous voulions partager avec vous en exclusivité et en avant-première une news de tonnerre. Pensez à sortir vos parapluies. Bravo, j'adore la blague. Bravo. Bravo. Quelle blague, mais quelle blague. Plus sérieusement, afin que la villa reste super branchée et puisse accueillir de nouveaux arrivants, de grands travaux s'y imposent. Effectivement, Rose, certains acteurs voudraient réagencer les murs de la villa pour donner plus d'espace aux pays qui se sentent marginalisés et faire de la place aux nouveaux arrivants qui font décidément beaucoup parler d'eux cette année. Et puis autant se le dire, la villa a besoin d'un relooking. Allô, Christina? Non? Non. Enfin bref, j'en profite alors à ce moment-là pour passer une grosse dédicace à nos confrères d'M6. Sans transition, on en a eu un peu marre de voir toujours la même déco sur les murs, qui, entre nous, fait un peu occidental et vieillotte. Et j'en profite d'ailleurs, la régie est en feu. Pour vous, voici le tweet très très drôle de Luc en déménagement juste en bas de votre écran. Mais en plus de vouloir entreprendre ces travaux d'envergure, plusieurs pays de la villa ainsi que les nouveaux arrivants ont demandé aux organisateurs de changer quelques règles de vie. Voici un retour en image du débrief avec le chef de chantier pour mieux comprendre. Bonjour, je suis médiateur en charge de la rénovation de la villa. Il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver et il faut revoir l'agencement un peu vieillot de la villa. Pourquoi vous me dites? Vous voyez par vous-même. On a des chambres qui ont été construites en fonction de l'importance des pays. Donc, on a clairement les USA, la Russie, la France, qui entre nous, pas si grandes, qui n'ont pas des chambres. Mais donc clairement des suites avec balcon. Enfin bon, dans quel monde on vit? Bref, puis bon, il n'y a pas tout qui a été fait dans les normes. Et non. Le Brésil, il a construit sa chambre, mais sur des terres autochtones sans leur autorisation. Enfin, non mais je comprends pas moi. Bref, il y a aussi un problème de déco. Je veux dire, quand tu rentres dans la chambre de la Côte d'Ivoire ou de la RDC et que tu entends parler français et que tu vois le petit réveil en forme de tour Eiffel, tu te dis mais bon Dieu, on est où là? On est où? Et puis bon, quand je suis allé dans la chambre là, moi j'ai ma petite faim. Je suis allé prendre mon petit paquet de biscuits comme à chaque fois. Et au distributeur de la villa, eh ben tu peux payer qu'en $. Et petit tip ça. Si tu frappes un peu fort sur la machine, tu peux l'avoir en €. Eh bien, ces rénovations dans la villa qui entendent redessiner les cartes de la géopolitique mondiale me semblent très prometteuses. Alors en effet, merci pour cette introduction, mais je me permets de freiner un tout petit peu votre engouement et de modérer vos propos, parce que cette rénovation, elle va être compliquée. En effet, les vieux systèmes vont trouver des moyens de résister, ils vont pas se laisser faire comme ça. Oui, sur ce point, je vous rejoins totalement, Maritime. Évidemment. Je pense que les pays les plus influents de ces dernières saisons, qui ont pris le lead de la villa, vont prendre part aux discussions et trouver des moyens de conserver leur statut. Et puis, il faut aussi avoir en tête qu'il est possible qu'ils ne se sentent pas particulièrement visés par les nouveaux acteurs. Quand on se rend compte qu'au fil des saisons, les pays occidentaux ont diffusé leur culture dans toute la villa,
et qu'elle fait encore partie intégrante de certains pays aujourd'hui, il est compliqué d'imaginer un revirement de situation rapide. Par exemple, il y a encore de très nombreux pays d'Afrique qui ont le même système éducatif français et la langue française. Si on veut changer cela, c'est rajouter une difficulté à leur développement. Ce lien linguistique permet d'entretenir une facilité d'interaction qui rend les échanges encore plus faciles. Ce n'est donc pas la priorité actuelle de se soucier des héritages de la colonisation et de tout mettre en œuvre pour que ces échanges soient sains. En effet. Et puis, on pourrait aussi rappeler la place du Conseil de sécurité de l'ONU qui permet la propre sécurité de ses membres permanents grâce au droit de veto. Pour rappel, les pays permanents disposant de l'exclusivité donc de ce droit sont la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Ce droit de veto permet aux pays influents de protéger leurs intérêts nationaux, mais aussi de les protéger des sanctions internationales et donc de garder leurs influences. Le scénario dans lequel les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se verraient retirer ce droit est aujourd'hui extrêmement faible. Alors, juste permettez-moi d'intervenir pour soulever 2 points sur ce que vous venez de dire. Monsieur Nassim Yonal, tout d'abord, la notion de développement est aujourd'hui très critiquée. Elle est donc à remettre en question. Et ensuite, sur ce que vous disiez sur le Conseil de sécurité de l'ONU, il est en réalité aujourd'hui contesté par beaucoup de pays. Le poids de leurs sanctions deviendra donc moins important au fur et à mesure du temps. C'est ce que j'ai l'impression. Parce que prenez par exemple le cas de l'Éthiopie, très récemment, en octobre 2021, qui a expulsé pas moins de 7 mandataires de l'ONU de son territoire. Le symbole est très fort, à la limite de la provocation. Le pays montre à la face du monde qu'il n'a plus peur des sanctions internationales. Oui, certes, peut-être, vous avez raison, mais quand même pour rebondir ce que vous avez dit justement, Anna, sur le fait que les nations qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU sont quasiment intouchables, il est intéressant de savoir que les 4 devises mondiales sont quand même celles des pays membres du Conseil de sécurité. Donc ainsi, leur importance et leur connaissance du commerce mondial leur assurent quand même un matelas de sécurité assez important qui pourrait les protéger même si leurs sièges permanents sont amenés à être supprimés. Ah mais en effet, moi je vous rejoins tous les deux là-dessus. Les vieux systèmes peuvent difficilement être renversés au vu du poids de certains acteurs, qui est énorme quand même. Donc si on prend l'exemple des autochtones, ils sont de plus en plus considérés, visibles, entendus, et sur un certain âge, ce qui est une bonne chose, bien évidemment. Mais ça permet de créer des lois et des restrictions quant à l'exploitation de leurs terres ou le respect de la biodiversité. Cependant, le système économique, c'est-à-dire capitaliste, libéraliste, perdurera, car les acteurs économiques qui étant d'ores et déjà informels ne tiendront pas compte de ces changements législatifs et y contribueront, bien évidemment. Vous pensez donc que certains nouveaux acteurs peuvent même être utiles pour le maintien des vieux systèmes, c'est ça ? Oui, donc comme je viens de le dire, avec les acteurs informels. Tout à l'heure, on parlait des vendeurs ambulants qui permettent de répondre aux besoins d'une population au niveau alimentaire, mais aussi pharmaceutique, qui n'ont pas les moyens d'acheter dans les grandes chaînes de distribution. Et c'est triste. Il est possible que les vieux systèmes pensent que leurs failles vont s'autoréguler, comme le montrent les polices informelles qui tentent de déceler la corruption. On peut prendre l'exemple du Burkina Faso, qui atteindrait les 64,9% de corruption en 2019, selon le rapport du Réseau national de lutte anticorruption. Alors, permettez-moi encore une fois d'intervenir ici. La confrontation entre formel et informel, elle crée des tensions, il faut en avoir conscience, puisque les systèmes ne peuvent pas totalement se reposer sur ce nouvel acteur, puisque ce nouvel acteur informel entre en concurrence et remet parfois en cause toute son influence. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Conti. Je pense que chaque ancien habitant de la villa va nouer des relations singulières avec ces nouveaux acteurs. Certaines seront favorables au maintien de ces vieux systèmes, d'autres non. Par exemple, nous pouvons aussi parler des FMN, qui, d'une certaine manière, transportent les idéaux et les cultures à l'international. Elles peuvent constituer une nouvelle forme de soft power pour ces vieux systèmes, car, ne pas oublier, la puissance grandissante de ces entreprises aide à sécuriser le système économique actuel, c'est-à-dire libéral et capitaliste. Mais, comme l'a très bien dit M. Conti, ces propos-là sont quand même à nuancer, car ces acteurs sont principalement et avant tout individualistes. Ils vont donc avoir tendance à se la jouer perso dans cette saison
et celles à venir. Très pertinent, madame Analyse. Merci. Donc n'hésitez pas à me couper si je me trompe, mais il n'est tout de même pas impossible qu'on observe certains leaders autoproclamés de la villa se rapprocher de ces nouveaux acteurs. Par exemple, la France soutient déjà Rouhani, souvenez-vous. Un des chefs indigènes peut être dans l'optique d'entretenir une image et d'assurer sa place dans les discussions quant à la gestion de la forêt tropicale. Oui, exactement. Et puis un autre exemple aussi a été celui du rapprochement du président états-unien Kennedy à l'époque avec le peuple afro-américain. Il y avait deux raisons principales à ce rapprochement. Certainement la première, donc soutenir le mouvement des droits civiques, ça c'est évident, mais surtout quand même redorer son image et aussi gagner la confiance des peuples, des pays africains dans un contexte, il faut le rappeler, de guerre froide. Oui. Alors l'administration de Kennedy a tout simplement s'est appuyée sur les diasporas donc, africaines de son pays pour convaincre des pays africains d'adopter la démocratie et non le communisme. Effectivement, mon très cher. Et si on prend un exemple plus actuel et un peu plus économique, on peut parler des États-Unis, qui a permis à cette diaspora, à travers différentes actions, telles que des institutions culturelles ou de la représentation politique, des liens très forts se sont créés avec l'Afrique. Ainsi, aujourd'hui, l'Afrique et les États-Unis peuvent faire des échanges commerciaux plus facilement. Mais du coup, vous pensez que les travaux vont pas pouvoir se faire? Je suis super déçue, moi, je voulais voir Valérie Damido. Excellent. Mais les anciens candidats ne pourront pas faire un petit compromis? C'est ce qui serait le mieux en effet. Que les pays prennent conscience que le plus avantageux à l'avenir, et surtout devant les crises à répétition, c'est de se regarder d'égal à égal pour s'entraider. On voit bien actuellement qu'avec la crise du coronavirus qu'on traverse tous, que celle-ci n'a pas été vue comme l'opportunité de repartir du bon pied, mais plutôt comme l'opportunité de repartir en premier, et j'insiste sur en premier, pour prendre l'avance sur les autres. Alors, je suis peut-être utopiste et trop optimiste, mais je vois quand même une lueur d'espoir, puisque pendant que le monde était à l'arrêt, les populations ont observé l'environnement dans lequel elles évoluaient. Hein. Et à la suite de cela, eh bien, un regard critique est né parmi les populations sur nos fonctionnements et sur notre système politique. Et un sentiment d'asphyxie et d'épuisement est né et très très fort vis-à-vis de ces modèles de système politique actuels, et il s'est fait ressentir partout dans le monde. Hein. Il se peut donc, alors je m'avance, hein, mais il se peut donc que l'impulsion du changement soit donnée par les populations elles-mêmes. Hein. Non, je suis plutôt d'accord avec vous, Monsieur Continent, car les anciens candidats de la villa devront à un moment ou un autre accepter que les cartes soient redistribuées. Oui, ça, c'est complètement pas le choix. Pas le choix. Je vous coupe, on peut pas trop anticiper ce qui va se passer. Tout cela reste dans la villa pour le moment. Oui. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que ça va chauffer. Ça, c'est sûr. Oui. Ah ouais. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur ces suppositions quant à l'avenir de nos anges que nous allons nous quitter ce soir. Je tiens d'abord à remercier donc nos chers analystes d'avoir été présents sur le plateau ce soir. Mais, avant de nous quitter, voici un bref extrait sur ce qui vous attend dans le prochain épisode des Anges de la Géopo, que nous débrieferons la semaine prochaine dans le MAG. Dans le prochain épisode des Anges, le monde entre dans une phase de soulèvement inédit et l'Occident, le probable futur ex-gendarme du monde, doit se questionner, remettre en cause son influence et son mode d'action face à l'émergence de nouveaux acteurs et l'instabilité de systèmes politiques en Afrique ou en Amérique latine. La population autochtone et la communauté internationale vont-elles réussir à avoir un impact sur les décisions du gouvernement face à l'Amazonie? Un consensus sera-t-il trouvé? L'Égypte et l'Éthiopie trouveront-ils un terrain d'entente ou finiront-ils par se séparer? Amour, conflit, cœur brisé, tout ne se passera pas comme prévu. La suite des Anges de la Géopo la semaine prochaine sur 3A Channel. Et voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Pour notre plus grand malheur, un énorme remerciement à tous les téléspectateurs, que vous soyez des fidèles ou des nouveaux arrivants. Et nous espérons sincèrement que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Un grand merci également à Monsieur Patrick Girard, alias Pitrac, producteur exécutif de cette émission, sans qui tout cela n'aurait pas été possible, car en effet, sans son enseignement, nous n'aurions pas eu grand-chose à vous raconter. Merci également Terry de m'avoir accompagné pendant cette émission, ça me fait toujours très chaud au cœur. Eh bien, sachez aussi, Rose, que c'est toujours un énorme plaisir pour moi de co-présenter cette émission avec vous depuis maintenant des années et des années. Pour terminer l'émission, nous tenons à remercier les analystes pour la clarté et la cohérence de leurs propos qui ont pu vous éclairer, vous téléspectateurs, sur certaines scènes parfois incomprises du grand public qui se sont déroulées dans la villa. Enfin,
Je tiens à remercier les personnes que vous ne voyez pas ce soir à l'écran, mais qui, grâce à elles, font ce qu'est aujourd'hui Les Anges de la Géopo, une émission de renommée internationale. Et dans toutes ces personnes, je dois mentionner le pôle logistique, le pôle communication, le pôle synthèse, le pôle analyse, le pôle scénario, le pôle acteur, le pôle, j'en oublie peut-être ? Tournage, bien entendu, tournage, le pôle mise en scène, le pôle montage, et je crois bien que nous avons fait le tour. Merci Rose, vous êtes vraiment ma seconde moitié dans cette émission. Les Anges de la Géopo sont quant à eux de retour dès le début de la semaine prochaine dans un nouvel épisode, et on se retrouve aussi la semaine prochaine dans le mag des Anges de la Géopo sur ce plateau, et ce sera même heure, même chaîne, même présentateur. Villa de la Géopo, elle combattait l'inégalité, la guerre des clans va commencer. La guerre des clans va commencer. La villa de la Géopo, anticorruption et puissance sont au rendez-vous, tentant tout pour dominer. La villa de la Géopo, de la Géopo, c'est le combattre, inégalité, la guerre des clans va commencer. La guerre des clans va commencer. La villa de la Géopo, conflit, corruption et puissance sont au rendez-vous, tentant tout pour